La baie du Mont-Saint-Michel n'est pas un paysage ordinaire. C'est un désert liquide, un théâtre d'ombre où la terre et l'eau se livrent une guerre millénaire. Les sables mouvants, appelés localement « lises », ne sont pas de simples trous. Ne sont pas de simples trous. Ce sont des pièges mouvants, une liquéfaction du sol qui attend le poids d'un pas imprudent. Ici, la marée est une prédatrice. On dit qu'elle revient à la vitesse d'un cheval au galop. Ce n'est pas seulement une image. C'est un grondement sourd, une montée des eaux si rapide qu'elle encercle les voyageurs avant même qu'ils n'aient compris que le chemin du retour a disparu. C'est dans ce décor de fin du monde que s'ancre notre tragédie. Il y a plusieurs siècles, alors que les guerres de religion ou les querelles de seigneurs ravageaient la Normandie, une famille de la noblesse déchue décida de tout quitter. Traqués, acculés, ils n'avaient qu'un espoir, traverser la baie à bord d'un petit navire marchand pour rejoindre les côtes anglaises ou se cacher dans les replis de l'archipel de Chausey. Le capitaine, ivre de peur ou peut-être corrompu, tenta une manœuvre impossible au milieu des bancs de sable instables. Dans l'obscurité d'une nuit sans étoiles, le bois craqua. Le navire, au lieu de glisser sur l'onde, s'enfonça lourdement dans une gangue de boue grise. Le piège s'était refermé. Le suspense de cette nuit-là est insoutenable. Imaginez le silence brisé seulement par le craquement de la coque qui s'enfonce centimètre par centimètre. Puis, au loin, ce bruit de tonnerre, la mer qui revient. Lorsque l'eau atteignit le pont, la panique laissa place à une terreur glaciale. La famille se regroupa sur le point le plus haut. La mère, dont le nom s'est perdu dans les replis du temps, vit l'écume lécher ses genoux, puis sa poitrine. Dans un geste d'instinct pur, elle saisit son nourrisson et le leva au-dessus de sa tête, ses bras devenant les derniers piliers d'une vie condamnée. Elle resta ainsi, statue de chair dans l'eau glacée, jusqu'à ce que ses poumons se remplissent de sel. Le navire et ses passagers furent aspirés, non pas seulement par l'eau, mais par le ventre même de la terre. Aujourd'hui, la légende veut que le sable n'ait jamais vraiment digéré ses proies. Lors des nuits de pleine lune, un phénomène terrifiant se produit. La marée descend plus bas que d'habitude, dévoilant des secrets que l'homme ne devrait pas voir. Elle surgit, noire et calcinée, non pas par le feu, mais par le sel et le temps. Ses mâts ressemblent à des doigts décharnés pointant le ciel, ce ne sont pas des reflets. Les pêcheurs parlent de « feu follet » ou de lanternes à la lueur verdâtre qui oscillent sur le pont fantôme. Le vent de la baie, d'ordinaire sifflant, prend parfois des accents humains. C'est une plainte déchirante, le cri d'une mère qui cherche encore une réponse dans le vide. L'horreur de ce récit réside dans sa dimension cyclique. L'épave n'est pas qu'une vision, elle est un appât. On raconte que celui qui pose le regard sur les lanternes est pris d'une transe hypnotique. Attiré par la curiosité ou une étrange empathie, le promeneur s'avance vers l'épave. Mais le sable autour du navire fantôme est resté vivant. Il est plus mou, plus traître. Chaque victime supplémentaire renforce la légende. On dit que les âmes de la famille, piégées dans cette prison humide entre deux mondes, cherchent désespérément à être remplacées pour trouver enfin le repos. Cette légende touche à nos peurs primordiales face à la marée. Aucune force humaine ne suffit, le geste de la mer est l'image même de l'héroïsme inutile, ce qui le rend d'autant plus douloureux l'idée que la souffrance puisse rester imprimée dans un lieu.